Le score. Le score. Vous devez créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, tentative quotidienne de créer la bande-son d'une invitée tout en la faisant causer. À ce micro aujourd'hui, une comédienne dont la fraîcheur n'a d'égal que sa puissance. Ah bah moi je vous le dis, elle donne un ordre, je la suis et même pas contrainte ni forcée. La preuve chez Afzia Herzi dans Tu mérites un amour, dans La nuit du 12 de Dominique Moll ou encore dans la série Oussekine, et sentiment largement confirmé par Cimetière indien, la nouvelle création originale Canal+, imaginée par Thomas Bidguin et Thibaut Vanul et réalisée par Farid Bentoumi et Stéphane Demoustier, à voir à partir du 7 avril. Bonjour Mouna Swalem. Bonjour Charline. Même pas besoin de donner d'ordre. Je suis là, je suis tranquille, vraiment. Tout ce que tu dis, je le fais. Ok. Voilà, partons de ce bon principe. À savoir. Est-ce qu'il y a une forme d'anxiété à attendre la diffusion d'une série qui soit à peu près semblable à celle de la sortie d'un film ? Anxiété, il y a une excitation. Ouais, plus que. Ouais, je suis contente. Plus que de la trouille. T'es pas traqueuse de nature ? Si, je le suis, grave même. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Quand on a travaillé autant longtemps sur un projet, qu'on y a mis vraiment du sien, on accepte qu'à un moment, le projet nous appartient plus. Faut qu'il sorte, faut qu'il vive. C'est comme ça. Je trouve que en fait, la série va vivre et trouver son identité. C'est une fois qu'elle est diffusée, que les gens vont la voir et qu'on va avoir des retours. Donc j'ai hâte, un peu peur, mais ça fait partie du jeu. Mais alors, ça a ceci de différent d'une sortie de film, c'est que tu vas directement entrer dans la maison des gens, dans leur télé. Oui. Ouais, c'est un truc un peu différent quand même. C'est vrai. Ouais. Mais ça me va. C'est pas la première série, on en reparlera, mais il y a un truc quand même de cet ordre-là. Ouais. Mais je suis ok de rentrer dans le salon des gens. Ça me va. D'être avec eux pour leur soirée. Il y a une question rituelle dans cette émission que je te soumets. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Oh, une énorme place. Moi, c'est très rare qu'il n'y ait pas de musique chez moi. C'est matin, midi, soir. J'ai grandi dans une maison dans un appartement avec des parents où il y a de la musique tout le temps. J'ai baigné vraiment. Mon père, c'était fan de Brel, Brassens, Barbara, variété française, mais aussi Nusrat Fateh Ali Khan, des sons arabes comme des artistes arabes comme Cheikh Halimiti. On écoutait, ma mère dansait, donc on a vraiment baigné dans la musique dans la famille. C'est associé à un pur plaisir ou ça a une fonction ? C'est-à-dire, est-ce que la musique te sert à quelque chose dans le travail, par exemple ? Pur plaisir. Ouais. Ça a une fonction personnelle dans la vie. Dans le travail, pas tant que ça. Ouais. Mais vraiment, pour moi, oui, il y a un truc très thérapeutique dans la musique qui me fait du bien, qui me fait pleurer à des endroits où dans la vie, j'arriverais pas à pleurer, qui me fait assumer des émotions de moi. Mais je lis pas trop la musique au travail, non. Je trouve pas, en tout cas, trop de références dans la musique à des personnages, etc. Alors moi, je l'ai lié de manière directe, puisque pour le premier titre, j'ai choisi une chanson qu'on entend dans la série Cimetière indien. On écoute MC Solar avec Obsolète. Le score sur Radio Nova. MC Solar sur Nova avec Obsolète, et je me dois de demander si la musique plaît à mon invité, Mouna Swalem. Énormément. Oui. Énormément. Je devais apprendre les paroles d'ailleurs en à peu près 10 minutes avant de tourner. Donc ça, c'est une scène de voiture, si ma mémoire est bonne, où tu chantes. C'est ça. En fait, on a fait 2 versions, vraiment une où je la chante et une où juste je l'écoute. Donc, il fallait que j'apprenne au moins le refrain que j'avais en tête, mais pas tant que ça. Donc, c'était le petit challenge de la journée. On parle de Cimetière indien, une nouvelle série à découvrir à partir du 7 avril sur Canal+. Péranne, ville fictive, disons-le, quelque part dans la banlieue de Marseille, 2 temporalités, 1995, Lydia, jeune recrue de l'antiterrorisme, enquête sur le scalp d'un imam, aux côtés de Jean, un flic que je qualifierais de désabusé. Et de nos jours, la même Lydia, sur le point d'être promue préfète, retourne à Péranne, où le maire a lui aussi été assassiné et son ex-collègue Jean, lui, a disparu. Il a été poignardé ici et il a été scalpé. Pourquoi est-ce qu'on scalpe quelqu'un ? Le scalp, c'est un rite. Celui qui a fait ça va recommencer, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé en 1995 ? Ma première enquête sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de choses m'ont échappé. On a retrouvé l'ADN de votre ami dans la chambre de domination. Jean Bénéfroid. Non, c'est pas possible. Je vais interroger ces suspects. Il a 80 ans. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu scalper quelqu'un ? Vous pensez toujours que Jean n'a rien à voir avec le meurtre de domination ? Un thriller, certes, mais qui parle aussi de société, en l'occurrence la nôtre, parfois assez peu décidée à faire la paix avec ses fantômes du passé, d'où le titre Cimetière indien. Est-ce que Mouna, c'est ce double aspect qui t'a séduite dans cette histoire ? Oui, beaucoup.
Aussi ce challenge des deux époques, le fait qu'on en fait, me donne cette confiance-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser, quoi. Ça m'a énormément plu. L'enquête, évidemment, que j'ai trouvée hyper intéressante et vertigineuse. L'action aussi. Parce que c'est toujours, on va en parler, voilà. Évidemment. C'est le petit plus. Mais c'est vrai, oui, il y a un truc un peu de... On a l'impression de lire un livre d'Agatha Christie. Enfin, il y a un truc hyper jouissif, enfantin, je trouve, à s'attaquer à ce genre d'affaires. Premier rôle de cette série, donc tu le disais, puisqu'on parle de double aspect, je continue sur le double enjeu. Incarner la même femme à 2 âges différents, à 30 ans d'écart. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Waouh. Sacré Je précise boulot. juste qu'en 95, tu avais 1 an. Oui, on est d'accord. exactement. Ça, voilà. Exactement. Comment on s'y prend ? Il y a plein de choses en jeu, mais en fait, il faut savoir qu'aussi, quand on a commencé à tourner, on n'avait que les 4 premiers épisodes et pas les 4 derniers. Donc en fait, il y avait aussi énormément de points d'interrogation dans l'histoire, dans la fin de l'enquête de 95, comment elle est bouclée. Ce qui se joue vraiment, c'est 30 années d'ellipse, mais en fait, elle n'est pas présente. Ces années-là ne sont pas présentes de toute façon dans la série. Donc on peut se raconter plein de choses, et moi, ça m'a permis une certaine liberté où je me suis dit, ok, il ne faut pas trop s'attarder à faire une psychologie de personnage et intellectualiser les choses. Il faut vraiment se poser des questions de qu'est-ce que c'est que, en fait, de devoir revenir sur son passé, d'avoir des regrets qui font surface, d'avoir un regard sur soi il y a 30 ans, sur sa jeunesse, sur des désirs, des illusions, en fait, cassées aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que de se sentir coupable, d'avoir l'impression d'avoir mal fait les choses, et justement ce besoin de clore un chapitre derrière soi. Donc oui, j'essaie un peu d'attaquer le personnage comme ça, sur des sentiments qui l'ont accompagné, et en 95 dans sa jeunesse, dans son désir de faire justice, et en 2023, 2023, d'avoir besoin de remettre de l'ordre, en fait, dans sa vie. Et pour ça, assumer son passé, assumer ses responsabilités. J'imagine que le costume aide aussi, que c'est pas si anecdotique que ça. Ah, pas du tout. Même, jeune femme de 95 en veste à 3 bandes et jeune femme de 2023 en costume, chemise. Talons. Talons, cheveux lissés. Oui, ça, c'était le plus grand challenge. Parce que, en fait, le masque et le costume, là, ces outils-là prennent tout leur sens. C'est eux qui vont créer la silhouette du personnage. Sans eux, moi, je ne pouvais pas me projeter dans ce personnage-là 30 ans après. C'était hyper difficile. Et puis, quand on a commencé les 4 premiers épisodes avec Stéphane, on a d'abord bouclé 95, puis on a attaqué 2023. Vous avez fait chronologiquement. Voilà, pour ces 4 premiers-là. Ce qui, en fait, était hyper bénéfique, parce que ça m'a permis de vraiment traverser Lydia en 95 dans sa jeunesse, et ensuite de me lancer 30 ans après. Et ça nous a donné le temps aussi de réfléchir, d'affiner le costume, le masque. J'appelle ça le masque, mais quand je parle de masque, je parle des 9 prothèses sur mon visage. Mais en commençant la série, je n'avais aucune idée de ce à quoi elle ressemblerait. Donc c'est un peu ce genre de personnage qu'on trouve en tournant, en fait. Une fois qu'on met le costume, qu'on a les 9 prothèses, qu'on a les cheveux lissés, qu'on a les talons, le vernis sur les doigts, et qu'on se retrouve dans des bureaux d'une préfecture. Et on se trouve comment ? Ça doit faire un truc, j'imagine, de se voir dans une glace avec quelques années de plus. Ouais, c'est bizarre. Moi, je voyais ma mère énormément. Mais non, c'était excitant. C'était comme aussi, c'est une femme on a voulu qu'elle ait une sorte de force tranquille, d'autorité naturelle. Il y a un truc, je suis allée chercher un peu dans la force tranquille, quelque chose de posé, de mature. C'était pas désagréable. On continue de parler de la série dans un instant. On écoutera aussi un autre titre de sa bande-son, en l'occurrence Warren G, et ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Warren G Regulate dans la bande originale de la série Cimetière indien qui arrive le 7 avril sur Canal+, et dans laquelle joue Mouna Swalem. Est-ce que c'est aussi dans tes playlists perso ? Pas directement, mais je l'ai beaucoup entendu. Et ça faisait très t'as longtemps. Pas été obligé de l'apprendre. T'as pas été obligé de l'apprendre. Ça non. Ton rôle, Lydia, c'est un personnage, tu le disais, qui court, qui cogne, qui escalade, qui joue du flingue. Est-ce que c'est un fantasme de comédienne ou c'est un fantasme de môme qui a joué à attraper des méchants ?
Les deux. Ouais. De môme qui a joué à attraper des araignées fictives énormes qui faisaient genre la taille de mon salon et je me cognais contre des tables. C'est aussi un kiff en tant que comédienne parce que voilà, c'est une prépa physique qu'on fait soi-même, qu'on s'impose soi-même. C'est-à-dire tu l'as faite toute seule? Oui. Ouais. Après, moi j'ai eu de la chance parce que je revenais d'un spectacle de danse aux États-Unis, donc j'étais vraiment très, très en forme. Je revenais de 10 dates de danse, donc voilà, sur un spectacle d'1h40. Mais c'est évidemment un kiff d'enfant, c'est un territoire, un décor très particulier que celui sur lequel vous avez tourné. En quoi est-ce qu'il a eu une influence sur l'ambiance, sur le jeu, si toutefois c'en a eu une? Le territoire Marseille et ses alentours. Qui est filmé pas nécessairement de la manière dont il est filmé habituellement. Ouais. C'est pas les quartiers qu'on voit. C'est ça. C'était beaucoup de décors extérieurs. Déjà, on n'a vraiment pas filmé dans des studios, etc. Et des décors que moi, je ne connaissais pas. Déjà, Marseille, c'était la 2e fois que j'y allais. Non, c'est dingue parce qu'en fait, ça a un impact parce que ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas obligé de fabriquer. On peut s'inspirer de décors à l'air frais, que ce soit l'étang de Berre, endroit magnifique avec les couchers de soleil où il y a un ciel parsemé de couleurs, que ce soit ce genre de canyon, j'appelle ça le canyon rouge. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est un terrain de terre rouge. On a l'impression d'être dans un western et je trouve que c'est d'ailleurs ce qui fait la singularité de cette série. Il y a une petite ambiance western, on peut le dire. Petite ambiance western, plein de décors différents. Parfois, on les voit et on n'y retourne pas. Donc, je la trouve hyper riche visuellement là-dessus et que ça vient vraiment mettre une ambiance. Moi, ce qui m'a frappé sur cette narration à 2 temporalités, c'est que le racisme en 95 est encore un peu larvé. En tout cas, on tentait encore vaguement de le cacher, même s'il était déjà très violent. Et on semblait vouloir dire que c'était forcément le fait de petits groupes un peu déviants. Quand on voit ce que ça devient 30 ans après, il y a un truc qui est quand même très choquant. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit les prémices sont là en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est une époque en prise de la montée de l'extrême droite. Et après, en fait, une période où on voit cette montée franche du fascisme, du racisme et de l'extrême droite. Oui, pour ça, je trouve que cette série, elle s'inscrit en fait dans des pans d'histoire et dans des complexités sociales très, très, très françaises. Au début de la série, en tout cas dans la première temporalité, Lydia est un personnage avec une très haute idée de la justice. Alors je la décrirais pas comme ambitieuse, mais en tout cas comme idéaliste, et c'est des idéaux avec lesquels elle semble renouer 30 ans plus tard. T'en parlais tout à l'heure, est-ce que toi tu t'es fait, sans trop intellectualiser les choses, une petite bio de ces 30 ans écoulés? Est-ce que tu t'es raconté des choses sur son chemin? J'ai essayé, mais ça m'a pas tant aidé que ça. Ouais. Je crois que de toute façon, ce parcours-là de flic, d'antiterroriste, puis de préfète, il est pas commun. Et en fait, ça m'a pas vraiment aidé à raconter quelque chose sur elle. Mais juste qu'en fait, c'est une femme qui est devenue très carriériste, je parle de la Lydia 2023, qui en fait a dû donner des coudes pour en arriver là où elle est, mais qui a aussi profité d'un système qui n'était pas, qu'elle considérait corrompu jeune, et finalement elle est quand même rentrée dans ce système-là pour en arriver là où elle était. Je ne veux pas trop en dévoiler sur la nature de l'injustice que Lydia veut réparer, mais dans ses enquêtes, 3 personnages très importants. Il y a Jean, qui est joué par Olivier Rabourdin, qui est, alors je ne vais pas dire mentor parce qu'il est quand même très réticent au fait de le devenir. Il y a Adrien, qui est incarné par Denis Herrier, qui est l'enquêteur du temps présent avec qui en fait, Lydia n'est pas censée mener l'enquête. Et puis il y a Mehdi, Kamel Majoubi, qui est accusé du premier crime et qui clame son innocence. Comment se sont articulés les différents duos? Parce que ce sont tes 3 partenaires. Ouais. Pareil, on a eu des blocs de tournage. Ouais. On a commencé donc la période 95 avec Mehdi. Donc tout de suite, vraiment, on a tourné pratiquement toutes nos scènes en 2 semaines de ces 4 premiers épisodes. Donc c'est venu. En fait, on était obligé de créer des liens très vite et il y a quelque chose de très naturel qui s'est passé. Et ensuite, ça a été avec Olivier, pareil. Pendant quelques semaines, c'est toutes nos scènes qu'on défilait ensemble. Olivier, on a vraiment trouvé quelque chose sur le tournage qui était un peu différent de l'écriture des scénarios, parce qu'on a voulu quand même rajouter un peu plus de tendresse entre eux. Quelque chose d'un peu moins dur, où on touche quand même un peu ce rapport-là du mentor, même si ils vont être
amenés à ne pas être d'accord et à faire un peu chemin à part, mais sans trop en dire. Quand même, moi, ce que je me racontais, c'est que peut-être Olivier voyait en elle le jeune flic qu'il était, et puis elle a envie de faire confiance à cet homme, mais elle se retrouvera quand même un peu au bord de route. Et Denis, période 2023, ces deux personnages, deux grands taiseux. Avec Denis, Mais elle a l'ascendant, de fait. Exactement. De par son statut. Elle a l'ascendant de par son statut, ce qui, lui, l'énerve énormément. Ouais. Mais je crois que comme ce sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup, aussi dans leur métier, dans leur façon de travailler, ils vont donc être amenés à faire cette enquête ensemble et à s'entendre, quelque part. Au casting également, Marina Doll, le stupéfiant Idir Azougli, Robin Manella, Afzia Herzi, avec qui tu ne partages pas de scène, mais on y reviendra parce que tu as déjà tourné avec elle. Nouvelle pause musicale, on écoute Stevie Wonder, Part-Time Lover. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Stevie Wonder sur Nova, Part-Time Lover, un titre de 1986. Oui, je refais un bond dans le temps pour parler d'une série dans laquelle tu as tourné, Mouna Swalem, une série située dans cette année-là, Oussekine, d'Antoine Chevrolier, qui est disponible sur Disney+. Tu y étais Sarah Oussekine, sœur de Malik, jeune étudiant de 22 ans, tuée par des policiers du peloton des voltigeurs motorisés. Et j'y vois un lien avec Cimetière indien qui pourrait être l'invisibilisation de ces faits du roman national. Est-ce que tu as fait le pont toi-même ? Entre les deux projets, pas directement, parce qu'Oussekine, c'est tellement d'un point de vue personnel. Sarah Oussekine, c'est un personnage qui est vraiment touché d'une manière intime par cette histoire. Cimetière indien, c'est quand même le regard d'une flic sur des corruptions, sur des choses qui sont étouffées pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les victimes ou les prénommés victimes, etc. Donc j'ai pas fait ce pont directement, mais c'est intéressant comment tu le poses. Est-ce qu'on investit un rôle différemment quand on a la responsabilité d'incarner le passé douloureux d'une personne justement non fictive ? Oui, totalement. Et pour ça, sur Oussekine, comme on avait rencontré Mohamed et Ben Ammar, les vrais frères, et qui nous ont un peu donné leur bénédiction. En fait, ça nous a aidés pour enlever cette charge mentale, un peu avoir peur de mal faire les choses, de vouloir en fait presque être dans la performance, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire hommage en fait à ce jeune garçon mort et à cette famille qui a été utilisée médiatiquement parlant, politiquement parlant. Donc c'était très fort, mais on les avait avec nous, on les savait avec nous. Et proche aussi du réalisateur. Donc ça allège énormément. Ouais. Toufik Jalab, qui est également passé par ce studio, nous confiait qu'il y avait un avant et un après Oussekine dans sa manière d'envisager son métier. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi ? Oui, totalement. Ouais. Pour plein de raisons. Déjà, l'honnêteté quand on fait un tel projet, l'honnêteté de ces auteurs, autrices et d'Antoine, leur intention bienveillante de le faire, ça c'est quelque chose qui m'a bouleversée. De rencontrer ces gens-là aussi, moi il y a eu un après de dingue, j'ai l'impression d'avoir rencontré ma famille de cinéma, vraiment. Et puis c'est fort de participer à un projet pareil, on se dit que c'est important, on se dit que ça a son sens, donc ça nous permet aussi de questionner pourquoi tel projet, pourquoi tel parcours de personnage, pourquoi est-ce qu'on est plus touché par telle histoire ou autre, ou savoir quand on va faire quelque chose de complètement différent, plus comédie, etc., mais d'avoir en fait des thèmes récurrents sur lesquels qu'on veut défendre, ça nous donne un peu une identité d'artiste, je trouve. Mais alors justement, est-ce que ça impacte tes choix, cette idée de l'importance du message, que l'art n'est pas forcément gratuit ? Oui, tout à fait. Et ça m'a surtout donné envie d'exprimer justement ces moments où j'ai des désaccords par rapport à certaines choses et de me dire que en fait on refuse pas un projet parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. On rentre dans une conversation pour savoir si c'est des choses justement on peut donner un certain regard et voir comment on peut remettre les choses dans une réalité qui nous semble plus juste, plus correcte par rapport aussi à des valeurs importantes et qui semblent en fait nécessaires dans le cinéma à respecter, je trouve, pour pouvoir mieux parler de sa société, mieux parler de sa jeunesse, mieux parler de la vie humaine, de la dignité en fait. Je
Je te pose la question parce que tu as aussi tourné dans La Nuit du 12 de Dominique Moll, qui est un film qui n'est pas exempt d'un propos social, voire politique. Ouais. Ça a joué aussi dans ta décision de participer au projet ? Absolument, un féminicide, voilà, une histoire tragique, horrible, injuste, hyper bien écrite au scénario. Donc ça déjà, tout était là. Et un regard justement d'un homme sur un féminicide par des personnages masculins sur un féminicide, mais ce regard-là, il est important parce qu'il vient justement poser aussi les bonnes questions. Étant un homme et les personnages féminins du film, moi je les ai trouvés hyper forts et justes et qui venaient justement apporter quelque chose au propos d'essentiel. Que le propos se jouait aussi avec ces personnages-là, que ce soit la juge, que ce soit meilleure amie. Il y a des scènes de déposition que moi je suis pas prête d'oublier aussitôt, de la manière dont cette jeune femme est interrogée. Vraiment, c'est un film très important. J'aime pas dire c'est important parce que c'est horrible, c'est extrêmement sentencieux, mais c'est vraiment un film que j'engage tout le monde à voir, La Nuit du 12. Il y a pas mal de croisements dans ta filmographie. Tu parlais de famille de cinéma, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais parce que tu as retrouvé Bastien Bouillon, qui jouait dans La Nuit du 12, pour le Horla, pour Arte. Oui. Est-ce que ça facilite les choses ? Bah oui, après Oussekine, après La Nuit du 12, après le Horla, forcément, déjà, on est amené à se connaître dans le travail énormément. Et en plus, à se connaître dans la vie. Donc, moi, c'est une de mes plus belles rencontres de ces 4 dernières années. Ouais. On poursuit en musique pour te rappeler tes années new-yorkaises, même si en l'occurrence au moment de la sortie de cette chanson tu n'étais pas née. On écoute De La Soul avec I Now. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Mouna Swalem, on écoutait De La Soul avec I Now. Est-ce que ça fait partie des choses que tu as pu écouter à un moment ? Oui, De La Soul, grave. Bon. Parfait. Très jeune. Alors, je vais me lancer dans un truc extrêmement périlleux, car je viens de recevoir une question que je dois t'adresser de la part d'un de tes partenaires de jeu, en l'occurrence Saïd El Alami, qui a joué dans Oussekine. Je te livre la question de manière très littérale. Est-ce important d'avoir des dents ? Voilà, je ne sais pas du tout à quoi je contribue, mais je... Ah, il me cherche. Il me cherche. Pardon, J'en sais rien. Saïd, il me cherche, il est dans la provocation. Est-ce important d'avoir des dents, peut-être, qui fait référence à ma super dentition ? Je ne sais pas. Faut lui demander. Bah écoute, je ne sais pas. J'ai transmis le message en tout cas. Voilà. Il va recevoir là, dans 35 minutes, un petit appel de ma part. J'espère bien. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné des envies de cinéma ? Je suis née dans une famille avec des parents comédiens, donc en fait j'ai vachement baigné là-dedans. Je précise, Zinedine Swalem, Yababas. Oui, j'ai vachement baigné là-dedans, été amenée sur des plateaux de cinéma, sur des coulisses de théâtre très jeune. Donc j'ai un peu vu tout ce métier sous tous ses angles. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a toujours paru très familier aussi dans le fait de faire de la vie un jeu ou de... Voilà, il y a quelque chose de jouissif, notamment en passant par le théâtre. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes études. J'ai fait une école de théâtre. Donc, à New York. À New York. J'ai fait quelques formations à Paris avant, notamment le conservatoire du 5e arrondissement. Et ensuite, oui, je suis partie de l'autre côté. Donc, je te pose la question de manière très curieuse, parce que tu aurais aussi pu te construire en contre. Oui. Mais New York, c'était vraiment... Ah oui, par rapport aux parents. Ce que je veux dire, c'est que l'héritage familial, toi, tu l'embrasses. Il n'y a pas de... Ouais, ça nous a été transmis, mais pas du tout imposé. Oui. En fait, moi, je trouve que c'est une question assez difficile parce que je me suis pas réveillée un matin, genre, j'ai envie de faire ce métier. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été là. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui est lié à ma personnalité, de mon éducation, forcément. Mais je me souviens pas d'un moment dans ma vie où je voulais faire autre chose que ça. Je pense que c'est raconter des histoires. Et puis j'ai des parents qui ont des carrières assez larges, assez denses. Et pour le coup, à la fois la comédie, à la fois des films très engagés, très dramatiques. Donc je pense que ça m'a nourri et ça a nourri aussi ma culture cinématographique. Il y a des acteurs et des actrices dont tu te souviens, dont les prestations à l'écran t'ont fait te dire waouh. Oui. À l'ancienne, un peu à l'ancienne, mais que ce soit Roberto Benigni, que ce soit encore une fois Anna Magnani, on en avait discuté un jour, toi et moi, c'est souvent très comédie ou très tragédie. C'est des... Tu veux dire, il n'y a pas d'entre-deux, c'est vraiment les deux. Elizabeth Taylor, donc aussi très théâtral, des jeux très théâtrales.
Très trop. 2005, parlons-en quand même. Ouais. Tu as 11 ans Oui. et tu te retrouves sur le plateau de Munich de Steven Spielberg. Ouais. Juste comme ça. C'est ça, genre. En fait, c'est rigolo, ça devait pas du tout se passer comme ça. Ma mère, à cette époque, commençait à travailler énormément à l'étranger. Ouais. Donc dès que ça tombait pendant les vacances scolaires, on allait la voir. Et je me suis retrouvée sur ce plateau énorme, monstrueux. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Je suivais Steven Spielberg un peu partout. Je m'incrustais en fait dans son espace. Il avait son petit siège. Il avait genre je sais pas combien d'écrans devant lui. Puis je faisais c'est quoi ça ? Et ça c'est quoi ? Et puis il parlait français. Il est très doux avec les enfants, très bienveillant. Donc je pense qu'il a vu une jeune fille curieuse. Et un jour, ma mère aime bien me raconter cette histoire. On était à l'hôtel, elle tournait pas. Et puis je lui ai dit maman, tu crois qu'un jour je vais travailler avec Steven Spielberg ? Elle me dit écoute. Je sais pas, peut-être. Ouais. Et 2 jours après, l'assistante de Steven Spielberg l'appelle pour lui dire il veut que ta fille ait un petit rôle dans le film. Ouais. Formidable. Ouais. Je voudrais qu'on revienne aussi sur ta collaboration avec Afzia Herzi. Je veux dire, là, vous n'avez pas de scène commune dans Cimetière indien, la série dont tu es venu nous parler aujourd'hui. Mais elle t'a dirigé dans Tu mérites un amour. Ouais. Et je crois, si je ne m'abuse, que tu es aussi à l'affiche du film qui s'appelle pour l'instant La Petite Dernière. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Un lien particulier aussi ? Qui est de l'ordre presque familial. Énormément. Ouais. Je l'adore. C'est pour moi déjà comme une grande sœur, en plus d'être un modèle en tant que comédienne et réalisatrice. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai découvert humainement, que j'ai découvert à l'écran. Et en plus de ça, en tant que réalisatrice, et je trouve son univers... Enfin, j'adore. Moi, j'adore ses films. J'adore sa manière de travailler. J'adore son rapport au comédien, qui est très particulier. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup appris auprès de ceux avec qui elle a travaillé et elle transmet énormément ce qu'elle prend de ce métier-là à ses comédiens. Puis c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de liberté et qui me laisse vachement chercher les choses et trouver beaucoup de répétitions, d'improvisation. Donc c'est toujours, je m'éclate quoi. Je me sens hyper libre et elle a un regard incroyable sur ses comédiens. On poursuit la conversation dans un instant. On marque une petite pause publicitaire. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Mouna Swalem, venue nous parler de Cimetière indien et de bien d'autres choses, puisque depuis on a dévié. Et j'ai un petit extrait à te faire écouter. Je n'ai besoin que d'une petite retouche. De la Megamai, c'est démodé, mais extrêmement résistant. Et pourtant tu l'as déchiré. Tu dois avoir une vie agitée, mon petit Robert. Le super-héros fait des heures sup. J'avoue que je ne sais même plus à quoi ça remonte. Je vois. C'est une vraie serpillière, darling. Tu ne peux pas porter ça. Je te l'interdis formellement. Il y a 15 ans, je veux bien, et encore. Mais de nos jours... Je ne comprends pas, c'est toi qui l'as créé. Le passé, c'est le passé, darling. Ça parasite le présent. Parce que oui, il y a Elizabeth Taylor et il y a Anna Miani, évidemment, mais il y a aussi les Indestructibles. Il y a un moment, il va falloir en parler. Il y a les références pointues, puis il y a la réalité, en fait. Bah non, mais moi, je trouve ça très pointu aussi, les Indestructibles. Ouais. C'est pas forcément celui qu'on cite le plus. Bon, là, en l'occurrence, je me suis fait plaisir en prenant la scène avec Edna Mode. Parce que qui est une des plus drôles. En quoi est-ce que ce film te parle ? Je le trouve charmé, en fait. Je trouve que c'est autant un film pour adultes que pour enfants. Je trouve que... sauver le monde en famille, je trouve ça hyper fort, je le trouve drôle, bien fait, j'adore le graphisme, l'histoire elle est prenante, l'action elle est incroyable, franchement je trouve que c'est dans mes tops de films d'animation. Tu t'as déjà fait du doublage ? Non, j'aimerais beaucoup. Bah oui, mais t'as la voix pour, non ? J'aimerais beaucoup. C'est le moment d'en profiter. Ouais, franchement. Je sais que la question est toujours un peu casse-gueule, mais j'imagine que t'as quelques idées là-dessus. Tu rêves de quel genre de rôle aujourd'hui ? Justement, pour avoir là fait des films flics, j'aimerais bien autre chose. Voyou, tu veux dire, ou comédie ? Peut-être voyou, peut-être la méchante, peut-être ou pas la méchante, c'est pas vraiment un très bon mot, mais peut-être quelqu'un qui justement n'est pas autant ancré sur ses pattes, qui n'est pas autant droit dans la tête, qui est pas en quête de justice, justice, mais plus éperdu, plus fragile. Donc un jeu aussi un peu plus explosif où je peux vraiment sortir un peu d'une fonction. Il y a le burlesque pour ça aussi. Il y a le burlesque. Ouais.
Il y a le burlesque, mais par exemple, le film avec Afsia, là, qu'on a tourné, donc, la petite dernière, pour le coup, j'ai eu ce plaisir-là. J'ai vraiment eu l'impression de faire quelque chose que j'avais pas encore fait, qui est jouer quelqu'un de ma génération, de ma jeunesse, dans sa sensualité, dans son... Enfin, c'était un personnage qui est vraiment bon vivant, donc c'est des choses plus simples et comment dire, plus libre, plus légère, et là-dedans, il y avait plein de choses à trouver. Il y a énormément de comédiens qui nous parlent de l'extrême technicité de la comédie. Cette rythmique-là, toi, t'es à l'aise avec ? C'est un peu à l'instinct, je crois. Ouais. Je dirais pas que j'ai énormément de technique. Je pense que c'est un peu à l'instinct. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est puiser dans mes camarades de jeu. Ouais. Pour moi, la comédie, elle se passe à ce moment-là. C'est un échange. Parmi les projets que j'ai notés te concernant, il y a Alicante qui devrait arriver. Oui, pas tout de suite. Non. Mais tu tournais déjà ? Non, pas du tout. D'accord. C'est un film, donc le prochain film de Lina Swalem, qui est en l'occurrence ma sœur. Ouais. Avec qui tu as déjà travaillé, pareil. Avec qui j'ai déjà travaillé, mais pas en tant que réalisatrice comédienne. C'était elle qui était scénariste, entre autres, sur Roussé, qui me semble-t-il. Oui, elle travaillait, elle était dans la chambre des scénaristes, Elle était chargée de coordination d'écriture. Donc elle a fait un travail vraiment monstre d'archives, et qui fait en fait la droiture, c'est pas vraiment un mot, mais de la série. Bien sûr. Non, ça c'est son prochain projet, film de fiction, mais qui est vraiment en début d'écriture. Donc ce sera plutôt d'ici 2026. Et alors, est-ce que Grand Ciel d'Ata Akihiro, c'est dans un avenir plus proche ? Akihiro Ata, oui. Pardon, je le mets dans le mauvais sens. Pareil, je l'ai tourné juste avant le film d'Afsia, donc je pense qu'on va le découvrir d'ici la fin de l'année avec Damien Bonnard, super rencontre. Trop chouette de le rencontrer, de bosser avec lui. Damien Bonnard qui est incroyable dans La Pampa, je tiens à le dire, parce que voilà. Et qui est très bien aussi dans Reine-Mère. Il est venu nous en parler dans l'émission. Vraiment. Que j'ai pas vu encore. Il joue Charles Martel. Ok. Ça, il m'en avait parlé. En toute simplicité. Il m'avait montré une photo de lui en maille. En armure. J'ai trouvé ça très drôle. Ça lui allait bien. Ouais, très bien. Mais il est parfait dans le film. Voilà, pour les projets. Un autre projet que je n'aurais pas relevé, peut-être, dans un avenir tout proche. Pour le moment, c'est ce qui arrive. On est là. Très prochainement. L'actualité, c'est Cimetière Indien qui sera diffusé sur Canal+ à partir du 7 avril. Dernier titre, choisi par mes soins, avant de te laisser, toi, piocher dans les playlists de Nova. On écoute Doechii avec Anxiety. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fuck it hell. Doechii sur Nova avec Anxiety, toujours en compagnie de Mouna Swalem. Alors, c'est le moment de l'épreuve. Ok. Ouais, c'est un questionnaire sur la musique. Il faut répondre du tac au tac. Mais j'ai l'impression que ça va très bien se passer. Ouais. Je te jugerai pas. Non, ok. C'est faux. Secrètement. C'est faux. Non, pas secrètement, non, verbalement. Vraiment, j'y vais. Ok. Est-ce que tu es prête ? Ouais. Allez. Quel titre symbolise le mieux ton enfance ? Brel. Ces gens-là. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence ? Par adolescence, c'est genre 12-13 ou 18 ? On va aller, plus 15-18, on va dire. 15-18 Booba. Kalash, hein. Ok. Sors les Kalash à Marseille. Booba, 2012, je suis en terminale, j'ai le bac cette année-là. C'était le son qui nous rendait dingue. Très bien. Ton hit de karaoké ? Ah là là, je n'aime pas le karaoké. Alors, qu'est-ce que tu chantes sous la douche ? Ça a plein de choses. Karaoké, si je joue le jeu, la chanson qui peut m'éclater... Dalida, parole. Ah bah c'est bien ça. Elle est drôle à chanter à plusieurs. Oui, c'est ça, tu peux pas le faire toute seule. Non, pas toute seule. Toute seule, je peux pas. Il te faut un Delon de toute façon. Oui, d'accord. C'est moi Delon souvent. Ouais. Ok. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Il y a des surprises parce que j'ai des goûts assez éclectiques, assez différents. Un titre surprenant, je pense que j'ai une playlist surprenante qui s'appelle Memories of Murder. Donc en fait, si on n'a pas la ref, on se dit elle est bizarre. Mais normalement, si on a la référence... Le film ? Ouais. C'est toute la bande originale du film. Ok, ça va, Ça va, c'est validé du coup. Faut juste pas décorréler le titre de la playlist du film. C'est effectivement compliqué. C'est ça. La dame a un passé trouble. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Noé Bayol, Bad Bunny. Ok, et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est pas obligé d'être une méchanceté, ça peut être aussi parce que c'est un style de danse que tu ne maîtrises pas. Ok, plus...
comment ça s'appelle? Pump the jam, pump the floor, why your feet are Pump up the jam. Voilà, Pump Up. Technotronique, je crois. Ouais, que j'aime bien, mais j'ai tellement entendu. En fait, quand elle arrive, moi, c'est ma petite pause. Je vais me resservir, je vais aller papoter, je vais aller prendre l'air. Très bien. Ta chanson de comédie musicale préférée? Oh là là. Ok. Meuf qui a aucune culture. Ma première réponse, j'ai pas envie de la dire. C'est dans Podane. Bah on ne se marie pas avec nos enfants. Je sais plus, c'est pas ça la mélodie. Avec son père? Oui, avec son père. Je sais plus. Ouais, enfin bon. Voilà, trop chelou. Une chanson de type bon sens. Voilà. Ok, très bien. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours? Ouais, Bayol, Bad Bunny. Ok, très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, mais dans la catégorie pénible? C'est quoi ce son? C'est un son de rock. Ah zut, je l'ai plus en tête. Un truc de rock qui serait répétitif et que répétitif, mais avec un refrain vraiment qui reste dans la tête. Mais si tu chantes ça dans la rue, tu passes pour une dingue. Ah non, je l'ai plus. Les White Stripes, Seven Nation Army? Non. Non, The quelque chose. C'est un truc genre Make Love. Kiss, I Was Made for Loving You? Oui. Un truc Make Love. Ouais. Voilà. Oh, la culture de dingue. Non, c'est surtout le truc de. Attends, réfléchis. Ouais, allez. On va impressionnant. Bon, bah voilà, ça marche. C'était pas trop douloureux comme questionnaire. Ça s'est bien passé. Cimetière indien, c'est la nouvelle création originale Canal+, imaginée par Thomas Bidguin, Thibaut Vanul, réalisée par Farid Bentoumi et Stéphane Demoustier. C'est à voir à partir du 7 avril. Et Mouna, c'est le moment de jouer les DJ, puisqu'on va passer à ta playlist. Tu as choisi pour démarrer du Angelo. Juste comme ça. Pour des raisons musicales ou non, musique? Pour nous mettre dans l'ambiance. Très bien, bon, on écoute Brown Sugar. Le score sur Radio Nova. Buena Vista Social Club pour clore le score consacré à Mouna Swalem. Merci mille fois d'être passé par ce studio, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et tu veux redire le nom de Bad Bunny ou pas avant qu'on... Bad Bunny. Très bien. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.